Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule Regard sur les marchés pour le mois de mars 2023. Je suis en compagnie de Martin Delage, le chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Je m'appelle Jean-Martin Hossan et on peut dire que le mois de mars a été assez riche en nouvelles économiques et financières déjà et vous avez sans doute vu dans les manchettes, si on commence avec les banques, les nouvelles ont été très nombreuses. Il y a certaines banques qui ont été en difficulté assez remarquables. Donc, il y en a quelques-unes ici à l'écran. C'était souvent pour des raisons différentes, mais n'empêche que la crise actuelle a touché plusieurs banques de taille variée. Donc, dans le cas de la Silicon Valley Bank, on a vu que c'était une défaillance assez majeure dans la gestion des risques, un mauvais appariement entre les actifs et les passifs. Dans le cas de Signature Bank, c'était plutôt relié aux cryptos qui leur ont fait très, très mal. Dans le cas de Crédit Suisse, il y avait eu des pertes immenses ces 2 dernières années et il y avait aussi eu plusieurs manchettes, disons, d'activités assez douteuses là, reliées parfois dans le blanchiment d'argent, parfois dans l'évasion fiscale. Donc, il y avait eu plusieurs manchettes sur Crédit Suisse qui étaient peut-être un accident qui attendait pour arriver, comme disent les Anglais. Et il y a aussi eu la First Republic Bank qui a eu des problèmes assez récents. Et donc, c'est un secteur qu'il faut suivre de très près parce que c'est quand même un secteur absolument fondamental pour l'économie et la finance en général. Martin, ces événements-là ont certainement eu des impacts sur ce que les banques centrales observent des marchés et peut-être dans leurs intentions quant à la hausse ou la baisse de taux d'intérêt et sur la volatilité aussi, pardon. Effectivement. Puis ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un indice de volatilité obligataire. Donc, peut-être un peu moins connu que, par exemple, l'indicateur VIX là, sur les actions. Mais quand on regarde l'indicateur de volatilité, ce qu'on voit, c'est que la volatilité, elle a atteint un sommet qu'on n'avait pas vu depuis la crise financière de 2008. Donc, quand on regarde l'histoire, mais en fait, ces niveaux-là qui correspondent à des crises, mais également à des points de retournement sur les resserrements monétaires, entre autres, parce que ce qu'il faut dire également, c'est que les hausses ou les resserrements monétaires aux États-Unis amènent toujours des accidents. On ne connaît pas l'ampleur d'où ça va venir, mais on pense que l'accident ou en fait le béret dans l'économie, on vient de le connaître. Mais, donc, quand on regarde la crise asiatique et Long-Term Capital, là, donc, qui a suivi en 98, ce qu'on constate, c'est que la Réserve fédérale a arrêté de monter les taux, elle les a même coupés. En 2008-2009, évidemment, il y a eu des coupures de taux, puis aussi la COVID. Donc, en 2020, on a eu une volatilité assez impressionnante et des coupures de taux par la suite. Donc, on peut penser qu'on est, en fait, on sait que la Banque du Canada est déjà sur pause, mais on peut penser qu'avec les événements qu'on a connus dans les dernières semaines, la Réserve fédérale va probablement être en pause pour quelques mois maintenant. Là. Et la Réserve fédérale, évidemment, une de ses missions ou sa mission centrale, c'est la lutte à l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la dynamique des prix en général? En fait, premièrement, quand on regarde l'histoire, ce qu'on constate, c'est que les crises bancaires sont déflationnistes. Donc, ça ne génère pas d'inflation. Mais également, ce qu'on peut dire, c'est que l'inflation, le sommet de l'inflation, c'est l'été dernier, donc c'est juin dernier, puis on voit une baisse. Là, actuellement, on est à 6, donc ça baisse peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait, mais c'est une tendance à la baisse. Puis quand on regarde les prix de l'énergie, qui sont une conséquence également du ralentissement économique, on voit que les prix de l'énergie sont en baisse de pratiquement 30 année sur année actuellement. Donc, on peut penser que l'inflation va continuer de baisser au cours des prochains mois, entre autres quand on regarde les prix de l'énergie, mais également le ralentissement économique qui se concrétise. Une des composantes principales de l'inflation, c'est évidemment les aliments, les produits alimentaires. Est-ce qu'il y a une dynamique différente sur ce plan-là? En fait, ce matin, on a eu les chiffres d'inflation au Canada quand l'inflation était à la baisse, donc comme attendu, comme prévu. Cependant, quand on regarde à l'intérieur des composantes, on constate que la composante alimentation reste élevée, aux alentours de 10 %. Donc, elle ne baisse pas aussi rapidement qu'on voudrait. Cependant, quand on regarde les indices de commodités sur la nourriture, il y a quand même une tendance à la baisse. Donc, on est relativement élevé, mais il y a une tendance à la baisse. Il faut dire que les hausses avaient été importantes. Mais quand on regarde plus spécifiquement, par exemple, le blé, le maïs, le café, au cours de la dernière année, c'est quand même en baisse de 10, 20, 25 %. Donc, si on suit la tendance, les prix d'alimentation devraient continuer de baisser.
Parfait. Évidemment, les événements récents ont mené à quelques questions très pertinentes de la part des auditeurs. La première question, c'était les banques canadiennes sont-elles à l'abri des problèmes aux États-Unis et en Europe? Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le système bancaire canadien est vraiment très bien capitalisé. C'est un des plus solides, sinon le plus solide au monde. Et donc, les problèmes similaires à ce qu'on voit aux États-Unis ou avec Crédit Suisse sont fort peu probables au Canada. Je ne peux jamais dire jamais à 100 mais ce serait très étonnant que le Canada subisse un sort similaire aux États-Unis ou en Europe avec Crédit Suisse sur le plan bancaire. La deuxième question, c'est la crise bancaire sera-t-elle limitée à ce qu'on sait déjà? Bien, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Il y a déjà certains événements qu'on a vus là, qui ont éclaté au grand jour. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que quand il y a une crise, normalement, ça ne prend pas des années avant que les maillons faibles se fassent connaître aussi. Donc, s'il y avait d'autres banques qui devaient être en grande difficulté, on devrait le savoir assez rapidement. Et comme on disait, ça ne devrait pas être au Canada parce que notre système, de toute façon, est assez concentré. Là. On a 5 grandes banques, 6 si on inclut la Banque nationale du Canada. Et donc, alors qu'aux États-Unis, il y a 8000 banques à peu près et il y a des réglementations assez différentes d'ici. Donc, on est mieux protégé qu'aux États-Unis en général. En fait, c'est comme un tremblement de terre. Hein? Il y a toujours des secousses plutôt qui suivent après la grande secousse. Donc, effectivement. Martin, quel devrait être l'impact des mauvaises nouvelles bancaires sur l'inflation? Bien, en fait, historiquement, les crises bancaires, ça ne génère pas d'inflation. En fait, c'est quand on regarde l'histoire, l'inflation baisse dans les crises bancaires. Deuxièmement, bien, la crise bancaire, on sait qu'il y a déjà un resserrement du crédit au niveau des banques aux États-Unis, également au Canada. Donc, on le constatait depuis le début de l'année. On peut penser que le resserrement va se poursuivre. Hein? Donc, les banques vont devoir payer plus cher pour se financer sur les marchés, vont devoir payer plus cher le dépôt. Et définitivement, la gestion du risque actuellement va prendre va prendre beaucoup d'ampleur à l'intérieur des trésoreries, en fait, au niveau bancaire. Donc, on peut penser que ce crédit qui va être restreint devrait avoir une conséquence négative sur l'inflation, pas sur l'inflation, mais également sur l'économie au cours des prochains mois. Et la dernière question très pertinente, comment vous positionnez-vous pour faire face au contexte général actuel? Bien, en fait, en début d'année, puisqu'on mentionnait, donc, on voit l'inflation, une tendance à la baisse, donc on ne change pas notre scénario. La récession, pour nous, probablement va être plus fin 2023, peut-être 2024. Cependant, on ne le sait jamais, là, ça peut arriver avant. Dans ce contexte, bien évidemment, nos portefeuilles sont des portefeuilles de qualité. On n'a aucune banque aux États-Unis dans nos portefeuilles, on n'a aucune banque en Europe, on a des banques canadiennes dans notre portefeuille canadien. Et comme tu l'as mentionné, les banques canadiennes sont quand même très solides et on n'a pas du tout le même contexte qu'aux États-Unis. Ceci étant dit, bien, probablement qu'on est à la fin du cycle de resserrement. Au Canada, on est à la fin. Aux États-Unis, on est près de la fin du cycle de resserrement. Donc, au cours des prochaines semaines, bien, il va y avoir une opportunité d'augmenter la pondération en obligations et éventuellement également en contrepartie de réduire la pondération en action plus on avance dans l'année. Donc, il y a une annonce de la Réserve fédérale demain qui va être très, très, très... Effectivement. Demain, en fait, on anticipe, mais en fait, ce n'est pas une certitude. Hein? Donc, il y a une partie du marché qui pense qu'il n'y aura pas de changement. Et par contre, il y a quand même, je dirais, 75 de probabilité qui est actuellement à l'intérieur du marché actuel, donc de 25 points. Maintenant, évidemment, le 25 points, ce n'est pas impossible, là, effectivement. Il va falloir quand même surveiller attentivement le discours ensuite de la Réserve fédérale à la suite de ces 25 points. On pense que ça va être la dernière hausse et ensuite, on va attendre la suite des choses, là, mais ça pourrait être la dernière hausse. Un horizon assez incertain. Exact. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous aussi. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est toujours un grand plaisir de répondre à vos questions. Donc, on se revoit très bientôt. Portez-vous bien.